Europe. La revue de presse. Bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Un visage ce matin à la une de la presse américaine. Un visage qui incarne la terreur ayant frappé New York hier, quelques heures avant que les enfants sortent pour Halloween. Celui d'un jeune ouzbek dont la police a transmis un cliché. Teint jaune sur fond blanc, le visage mangé d'une impressionnante barbe noire. Il semble contempler les photos de son carnage tristement familière pour nous. La piste cyclable qu'il a balayée de son pick-up, jonchée de débris de vélo, le rouge des ambulances. Il y avait du sang partout, beaucoup de gens à terre, raconte Yi au journal New York Post. Il habite le quartier Yi où se trouvent 6 écoles à 2 pas du World Trade Center. Cette nuit, beaucoup de ses voisins ont rejoint la parade d'Halloween. Parce que la terreur, répètent les journaux, ne doit pas gagner. Mais ce qui frappe ce matin, c'est aussi le ton fataliste des articles. Il retrace le parcours du suspect, décrit comme gentil, sans histoire, par l'une de ses relations trouvées par le New York Times. Et dans son éditorial, le Chicago Tribune rappelle « Nous avons vu trop d'attaques de ce genre à Londres, Nice, à Berlin, pour savoir qu'elles sont impossibles à empêcher. Elles doivent avant tout nous rappeler que nos victoires en Irak, en Syrie, contre l'État islamique ne signifient pas que le combat est terminé. » Au contraire, écrit le journal, les champs de bataille sont dans le cyberespace, ils peuvent se reformer partout, en Libye, en Afrique. Et le journal USA Today s'alarme dans la voix d'un expert. On aurait tort de considérer cet homme comme un loup solitaire. Si ces terroristes ne sont pas entraînés dans des camps, leurs conversations sur les réseaux sociaux les englobent dans un schéma global. Ils ne sont pas solitaires car ils partagent avec d'autres une idéologie. Comment la combattre ? Faut-il, comme veut le faire Donald Trump, renforcer les contrôles, voire fermer les frontières à certains ressortissants ? Le débat va se poursuivre. Et ce débat, il trouve un écho en France. Évidemment, nos journaux s'interrogent alors que la loi antiterroriste entre en vigueur aujourd'hui. Des défis sont devant nous, défis qui illustrent 2 rencontres que vous lirez dans Paris Match. Entretien glaçant avec 2 acteurs du conflit en Syrie. L'un était du côté des victimes. Ismaël, c'était le pharmacien de Raqqa, arrêté quand il s'est rebellé contre Daesh, torturé dans le stade de l'horreur où l'organisation torturait ses opposants. Il y avait des Français parmi les tortionnaires. Hossein n'en était pas, jure-t-il, mais il travaillait au bureau des mariages pour Daesh. Le magazine l'a rencontré. Né en Algérie, il est venu en France pour se marier en 2013, puis il est parti pour Raqqa. Il rêvait de participer à cette aventure d'un État islamique. Il raconte l'oppression des femmes, les pratiques barbares, les jeunes Français illettrés qu'il a rencontrés là-bas et se prenaient pour Rambo. Lui s'est enfui, il est aux mains des Kurdes. Que faire de ces Français qui ont le désir de rentrer ? C'est le titre de l'éditorial de la Charente Libre, le casse-tête des revenants. Depuis les reprises de Mossoul et de Raqqa, écrit Dominique Garot, les appels de djihadistes français et de leurs familles qui veulent rentrer s'entassent sur le bureau d'Emmanuel Macron. Les adultes sont des cas compliqués, mais ceux des femmes, des enfants le sont tout autant. Que deviendront ces lionceaux qu'on a, pour certains, entraînés à tuer ? Un sujet lourd qui préoccupe peu, finalement, les politiques en ce moment. Oui, c'est rien de le dire. La droite, notamment l'opposition, n'a pas le temps de construire des propositions, car comprenez-vous, elle gère le psychodrame des constructifs. Avec, enfin, ça y est, le clap de fin, il n'a fallu que 30 minutes hier soir au bureau politique du parti pour exclure 5 constructifs, titre Le Figaro, qui respire la séparation d'avec messieurs Darmanin, Lecornu, Solaire, Rister, Philippe était devenue inéluctable. Elle aura quand même, souligne Le Parisien, pris 4 longs mois. On a tergiversé à cause des sénatoriales, puis des questions stratégiques. Soutenir, pas soutenir une politique qu'on a hier défendue, c'est vrai que c'est compliqué. Au moins, on ne continue plus avec ce sparadrap collé aux godasses, confie un député au Parisien. C'est sympa pour les sparadraps. L'espoir que résume Bernard Accoyer dans Le Figaro, c'est que les godasses se rassemblent justement pour marcher dans la même direction. Au vu des protestations qui sont exprimées hier et que rapporte le journal Les Échos sur le maintien notamment du président de Sens Commun au sein du parti, on dira que c'est pas gagné. Et pendant ce temps-là, En Marche s'organise. Exactement, avec un président désigné, Christophe Castaner, dont on ne sait toujours pas s'il devra ou non quitter son poste de secrétaire d'État, mais qui entame dans vos journaux une offensive médiatique avec les faveurs de l'Obs et de Paris Match qu'il a reçu chez lui dans sa splendide Bastide de Forcalquier en Haute-Provence. Étonnant d'ailleurs de voir le premier de cordée, c'est comme ça qu'on le présente, caution populaire du gouvernement, ancien socialiste,
posé derrière cette boîte de macarons devant sa piscine avec en arrière-plan le château d'eau de la ville et cette sculpture surprenante d'une girafe de 2 mètres recouverte. Vous verrez, c'est d'un patchwork multicolore. Ça surgit du jardin, là, dans le coin de la photo. Une touche rock'n'roll dans le bon goût classique. En parlant de surprise, Géraldine, un dossier du Nouvel Obs qui sort ce 1er novembre en réserve quelques-unes des surprises. Oui, et savez-vous, Maxime, ce que sont les flammes dans le monde des petites filles? Pas du tout. Non, vous le savez pas. C'est la preuve sur Snapchat de la fréquence avec laquelle 2 personnes communiquent. Ça montre à toute votre communauté que vous êtes par exemple super copain avec Nicolas Canteloup, vous chattez comme des fous, et les petites filles en raffolent, révèlent le Nouvel Obs qui se plonge cette semaine dans la tête des 10-11 ans, donc plus tout à fait enfants, pas encore adolescente. À quoi pensent les petites filles? C'est le titre de ce très joli dossier passionnant parce qu'il nous ouvre un monde. Elles ont grandi avec la crise, les attentats, les réseaux sociaux. Elles ont connu des séismes politiques, les élections de Trump, de Macron, le Brexit. Comment pensent-elles le monde, la vie à Paris, en banlieue, en province? Ce sont elles qui parlent, la plupart du temps, de leur rapport avec les garçons, qui parlent racaille pour faire stylé dans la campagne de Manuel, du sexisme, de la politique, de leurs rêves. C'est un mélange de modernité et de classicisme. Vous verrez Jill ironise sur les divorces qui coûtent cher mais veut se marier en voile avec des pétales blancs. C'est Inès qui croit savoir que Trump va créer 2 États, l'un de blanc, l'autre de noir, mais rêve quand même de vivre aux États-Unis parce que c'est tellement chouette. La docteure en anthropologie sociale Catherine Monod décrypte les tempêtes auxquelles ces jeunes crânes sont confrontés, envahis par le monde. Elles sont plus angoissées, plus libre aussi, et d'un humour caustique, ravageur, incarnation réjouissante de cette héroïne star de la bande dessinée Esther, création de Riyad Satouf, qui sort justement demain. Incroyable, Riyad Satouf, qui sera tout à l'heure dans Melting Pop, notre invité, comme quoi les choses sont bien faites. Merci beaucoup, c'était la revue de presse de Géraldine Vosner. Europe.